Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Soigne ton art. Alors aujourd'hui, dans notre série de portraits, en fait, on va parler d'une figure majeure de l'art-thérapie, des arts-thérapies, à savoir Margaret Nomburg. Alors Nomburg, née en 1890, décédée en 1983. Alors Margaret Nomburg, elle était éducatrice, elle était écrivaine, poète, dramaturge américaine. Et surtout, elle fut l'une des premières personnes peut-être à conceptualiser en fait la discipline art thérapeutique, en fait en partant du constat que l'art thérapie est un moyen pour des personnes qui ont des problèmes psychologiques d'exprimer leurs émotions autrement que par la parole. Alors aujourd'hui, elle est considérée comme on pourrait dire un peu la mère de l'art thérapie, considérant qu'en fait elle a milité toute sa vie pour le développement de l'expression artistique comme soin et comme moyen, on pourrait dire, d'accomplissement, que ce soit dans des écoles, dans des lycées, dans des universités, mais aussi dans des institutions, notamment en institutions psychiatriques. Et on peut dire, enfin, en tout cas, il n'est pas exagéré de dire qu'elle fut une véritable activiste de l'art-thérapie. Alors, au sommaire de cette nouvelle vidéo, on va démarrer par Walden ou l'éducation art thérapeutique. Ensuite, on va voir Margaret Nomburg, une art thérapeute activiste. Ensuite, l'art, l'éducation et le soin. Enfin, on terminera par l'art-thérapie dynamique. Alors, ce qu'on va te dire en introduction très brièvement, c'est que la vie professionnelle de Margaret Nomburg, en fait, elle peut s'appréhender en trois grandes périodes. Ça, c'est très schématique, mais toutes marquées par l'art-thérapie. La première, c'est que très jeune, en fait, elle va jouer un rôle de premier plan dans l'éducation progressiste en fondant et en dirigeant l'école pour enfants qui sera rebaptisée plus tard l'école Walden à New York. Une seconde période peut-être où elle s'éloigne là plus de l'éducation et de l'école Walden et c'est un peu le début de sa deuxième carrière d'art thérapeute avec l'idée qu'à ce moment-là de sa vie, Nomburg est impliquée dans une intense recherche de soi, qu'elle va se rapprocher notamment des enseignements de Gurdjieff, de Georges Gurdjieff qui était donc arménien russe, un peu mystique, philosophe du 19e siècle, très en vogue à l'époque de Nomburg, qui élabora une méthode, en fait, qu'il appela d'ailleurs la méthode, avec l'idée sous-jacente d'atteindre un état supérieur de conscience et d'aller vers le plein potentiel humain. Et elle, Nomburg, va particulièrement travailler sur les notions de formulation et d'auto-observation en termes d'expression de ses propres émotions, de ses propres peurs, de ses aspirations, mais aussi de ses souvenirs d'enfance. Et puis, une troisième période, à partir de 1940, et ça jusqu'à la fin de sa vie, où Nomburg en fait va se focaliser complètement sur l'utilisation de l'art-thérapie en institution, mais aussi sur le développement de l'art-thérapie, sa diffusion et son enseignement, particulièrement en donnant des cours d'art-thérapie à l'Université de New York et à la toute fin de sa vie à la New School for Social Research, à New York toujours. Alors Walden ou l'éducation art thérapeutique. Alors ce qu'on peut dire en premier lieu, c'est que Margaret Nomburg, s'est très tôt intéressée aux questions en fait relatives à l'éducation, considérant en fait qu'elle avait un très mauvais souvenir de l'école et que, comment dire, en fait, elle ne se plaisait pas à l'école. Et à ce sujet, plus tard d'ailleurs, elle écrira, et là je la cite, mes premiers souvenirs d'école sont les bancs en bois dur, la posture rigide, souvent les mains derrière le dos, et le silence forcé des périodes scolaires. Le professeur hyperactif, dominant, strident, et les enfants doux et intimidés. Je me souviens encore du soulagement lorsque la cloche retentissait et qu'il y avait une pause dans la tension silencieuse pour le déjeuner et la cour de récréation. La monotonie de l'apprentissage de l'arithmétique, de l'apprentissage de la lecture, était rompue en apprenant à chanter des gammes au diapason du professeur. L'art signifiait dessiner des cubes et des pyramides. Fin de la citation. En fait, en 1912, Nomburg va décrocher un diplôme d'art et elle va s'intéresser à la philosophie, particulièrement aux travaux de John Dewey, un psychologue et philosophe américain, plutôt majeur, on va dire, dans le courant notamment pragmatiste, qui, à l'époque, écrit beaucoup dans le domaine de la pédagogie et de l'éducation nouvelle, et surtout dans le courant pragmatiste, qui est un mouvement qui défend en fait le principe d'une participation active des élèves à leur propre formation. Et d'ailleurs, Dewey lui-même ouvrira en 1896, donc à l'époque de Nomburg, un laboratoire d'études sur la psychologie appliquée pour mieux comprendre la pédagogie.
Et Naumbourg va s'intéresser particulièrement donc à son travail. Elle va aussi s'intéresser au travail et aux nouvelles méthodes de l'éducation progressive de Maria Montessori. Alors Maria Montessori, médecin et pédagogue italienne. Et en 1913, en fait, elle a fait un voyage, Naumbourg fait un voyage en Europe avec sa mère, et elle part en 1913 avec un groupe d'étudiantes anglaises en Italie, poursuivre une formation qui sera dispensée par Montessori elle-même. Et de retour à New York, elle va donc mettre en place ce qu'elle a appris auprès de Montessori. Elle va diriger une classe Montessori au Henry Street Settlement. Ça, c'est en 1913-1914. Puis ensuite, c'est là qu'elle va commencer à créer son école, une école des enfants, qui deviendra ensuite l'école Walden à New York. C'est à peu près à la même époque qu'elle suit une analyse jungienne et qu'elle va encourager les enseignants de l'école Walden, de son école, à faire de même. Et à ce sujet, elle va, en 1917, publier un article intitulé « Une méthode directe d'éducation », dans lequel, en fait, Margaret Naumbourg explique notamment le besoin de changement et l'opportunité offerte par la psychanalyse. Et là, je la cite, elle écrit « Jusqu'à présent, nos méthodes d'éducation n'ont traité que de la vie mentale consciente ou superficielle de l'enfant. La nouvelle psychologie analytique a cependant démontré que la vie mentale inconsciente, qui est l'excroissance des instincts de l'enfant, joue un rôle plus important que la conscience. Cette découverte des sources fondamentales de la pensée et de l'action doit entraîner un réajustement de l'éducation. Les problèmes scolaires ne peuvent plus être traités tels qu'ils apparaissent à la surface, car notre connaissance plus élargie doit diriger notre attention vers les réalités plus profondes en dessous. » Fin de la citation. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'à la même époque, Margaret Naumbourg est très influencée aussi par sa sœur aînée. Alors, sœur aînée qui s'appelle Florence Kane, une professeure d'art très critique à l'encontre de l'enseignement académique. On peut dire aussi que Kane, elle est également très militante et elle estime que dans l'enseignement classique, la créativité et l'individualité sont écrasées. Et que plus encore, Kane estime, et je la cite, que les jeunes méritent des enseignants dotés d'une compréhension psychologique, de capacités artistiques et de méthodes simples et directes pour fournir des techniques. Fin de la citation. En ce sens, ce qu'on peut dire, c'est que Florence Kane va s'éloigner de la méthode d'enseignement des compétences généralement utilisées dans les écoles, et elle va en fait rejoindre l'école de Walden de sa sœur, de Margaret Naumbourg, pour y mettre en place justement ce qu'elle appelle une approche intégrée. Elle développera ainsi donc dans ce cadre de nombreux dispositifs créatifs, dont le scribble que l'on peut traduire par gribouillage, et qui va d'ailleurs être particulièrement développé ensuite par Margaret Naumbourg elle-même auprès de nombreux patients. Alors, venons sur cette question du scribble. À savoir, alors qu'est-ce que c'est? En pratique, on l'utilise, moi j'utilise beaucoup, on l'utilise beaucoup dans les ateliers d'art-thérapie. En pratique, les participants doivent d'abord choisir une feuille de dessin plutôt grande, ainsi qu'un crayon feutre, assez fin de préférence. Et en fait, après avoir fait le vide en eux, pendant plusieurs minutes en se relaxant, ils sont invités ensuite à réaliser une création les yeux ouverts ou fermés, sans jamais lever la pointe du feutre de la feuille. Et en fait, l'objectif, c'est de produire un dessin spontané d'un seul trait. Donc le plus souvent, les scribbles sont non figuratifs, en essayant en fait de ne pas trop repasser plusieurs fois sur le même trait afin de laisser le dessin respirer. Puis, après avoir ouvert les yeux et avoir longuement observé le résultat, par exemple, notamment en tournant la feuille dans tous les sens, les participants sont invités à développer une partie de la création, celle qui les intéresse le plus, qui semble leur correspondre le plus, sur une autre feuille. En fait, le scribble va donc servir de base à une seconde création plus réfléchie, donc plus élaborée, et donc plus aboutie. Mais outre le fait que le scribble stimule l'imagination et qu'il permet de créer des espaces métaphoriques, en fait, c'est un jeu très intéressant car il favorise le lâcher-prise et la spontanéité. Et Margaret Naumbourg va y avoir beaucoup recours, va beaucoup l'utiliser dans sa pratique, et elle va essentiellement en fait se focaliser sur la création secondaire. À savoir qu'à partir des formes élaborées du scribble, Naumbourg va demander ensuite aux participants de faire des associations, puis de les développer, afin de libérer, là je la cite, les images inconscientes qu'ils ont en eux. Et que si les participants le désirent, ils peuvent ensuite s'exprimer oralement et verbaliser leurs sensations. Voilà. Ce qu'on peut dire de manière plus générale, pour revenir à la biographie de Naumbourg, c'est que de manière générale, à l'école Walden,
Margaret Nomburg, en fait, va privilégier les arts visuels auprès de ses élèves, donc dont les arts plastiques, afin qu'ils puissent, et ça je la cite, aller vers leur moi intrinsèque. En fait, l'objectif de Nomburg, c'est de développer une approche éducative basée sur les besoins affectifs et l'expression créative spontanée en s'appuyant sur un mode d'accompagnement en liaison avec le développement naturel de l'enfant. Ça, c'est ce qu'on retrouve notamment dans l'approche Montessori. Enfin, ce qu'on peut dire, c'est que, outre l'approche jungienne basée sur l'importance de la dimension et de l'inconscient, des archétypes, mais aussi des représentations symboliques, en tant qu'éducatrice, Margaret Nomburg va aussi fortement s'inspirer de la psychanalyse freudienne, particulièrement du concept de l'association libre, qui est donc l'un des piliers de la talking cure. Sachant qu'avec Nomburg, elle va s'appuyer sur l'association libre, mais plutôt, évidemment, à partir d'images créées par les personnes accompagnées. Alors, Margaret Nomburg, une art thérapeute activiste. Ce qu'on peut dire, c'est qu'au début des années 40, pour suivre un peu sa biographie, Nomburg va s'investir dans la diffusion de l'art-thérapie en institution, particulièrement auprès d'ergothérapeutes, même si elle est peu encline en fait aux méthodes utilisées en ergothérapie. Alors là, il faut se remettre dans le contexte et voir qu'à cette époque, on est pendant la Seconde Guerre mondiale, avec l'entrée des États-Unis donc dans la guerre, l'ergothérapie aux États-Unis est en fort développement pour les blessés de guerre. Et de plus, comme les ergothérapeutes à cette époque veulent un statut militaire pour leur rôle dans le travail avec les blessés de guerre, il va y avoir un comité d'éducation publique de l'American Occupational Therapy Association qui va faire la publicité de l'ergothérapie à l'échelle nationale. Donc des programmes d'art-thérapie vont être alors proposés auprès des ergothérapeutes on pourrait dire pour élargir leur pratique. Et Margaret Nomburg va alors dispenser de nombreux enseignements qui vont d'ailleurs durer début des années 40, mais jusque dans les années 50 et 60. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que toujours début des années 40, Margaret Nomburg va commencer à travailler à l'hôpital Bellevue de New York auprès d'enfants, sous la direction de la psychiatre Loretta Bender, ainsi qu'avec des adolescents dans un groupe de thérapie par le théâtre. Alors précisons à ce sujet que Loretta Bender va, en tant que psychiatre, va introduire des marionnettes dans son service de pédopsychiatrie et elle mettra en place des spectacles à partir de scénarios ou de jeux improvisés afin de mieux comprendre les processus inconscients chez des enfants atteints de troubles schizophréniques. Après cette expérience avec Bender, Margaret Nomburg va être appelée en fait à dispenser des ateliers d'art-thérapie auprès de patients à l'hôpital psychiatrique de New York sous l'autorité de Nolan Dietzy Lewis. Alors, Lewis était un psychiatre pionnier de la psychiatrie moderne, proche de Freud. Et avant l'arrivée de Nomburg, il s'était déjà lui-même intéressé à l'expression artistique liée à la psychothérapie. Il avait notamment publié 2 articles sur l'art dans le traitement psychiatrique et il s'intéressait justement à l'approche de Nomburg dont il avait entendu parler. C'est pour cette raison qu'il va l'inviter à faire des recherches à l'Institut psychiatrique de New York, dont il est le directeur. Et c'est dans ce cadre, et bien qu'elle ne soit pas psychothérapeute, parce que Nomburg est éducatrice, qu'elle va pouvoir utiliser l'art-thérapie auprès de jeunes patients présentant des troubles du comportement. Elle va particulièrement s'efforcer d'amener les enfants à produire leurs propres images, notamment des images basées sur leur expérience, qu'elle va, donc sur leur expérience, sur leurs rêves aussi et leurs fantasmes. Et c'est à cette époque, en fait, que Nomburg, et à la suite de ses travaux, qu'elle va commencer à beaucoup écrire, à consigner ce qui se passe dans chaque session, dans chaque séance, y compris d'ailleurs ses conversations avec les patients, les jeunes patients, mais aussi avec les descriptions de leur création, etc. En 1943, Nomburg publie son premier article sur l'art-thérapie, intitulé Children's Art Expression and War, dans une revue qui s'appelait The Nervous Child. Et au cours des années suivantes, en fait, elle va accompagner des groupes d'adolescents schizophrènes et elle va aussi publier une série d'articles basés sur ses études de cas réalisées justement à l'Institut psychiatrique de New York. Et en fait, dans le cadre de son travail en institution, Nomburg va également organiser des expositions pour tenter de porter son travail à l'attention d'un public professionnel plus large. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au début des années 50, l'art-thérapie aux États-Unis va commencer à être plus largement reconnue
comme une discipline à part entière, et Naumbourg va commencer à être reconnu comme l'une des figures les plus importantes. En 1949, d'ailleurs, un article du magazine Newsweek sur une exposition, ou à la suite d'une exposition de création de patients accompagnés par Margaret Naumbourg, va publier un article intitulé «L'importance psychothérapeutique des productions artistiques d'une étudiante». Et dans cet article de Newsweek, en fait, va être mis en avant que l'art-thérapie, je cite, l'utilisation de dessins pour étudier les problèmes émotionnels des enfants et des adultes, est maintenant devenue une procédure psychiatrique établie. En fait, pour montrer que dans les années 50, aux États-Unis, Naumbourg a particulièrement son travail, ses écrits aussi, ont été pris en compte et qu'elle a, dans ce sens, permis à l'art-thérapie on pourrait dire, d'être en partie reconnue. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que bien qu'elle n'ait aucune affiliation institutionnelle, dans les années suivantes, Margaret Naumbourg va continuer à travailler, à écrire de manière indépendante des articles, des livres. Elle va animer des séminaires d'art-thérapie en privé. Puis elle va commencer en fait à dispenser des cours dans des institutions telles que l'Institute of Pennsylvania Hospital, mais aussi au Postgraduate Center for Psychotherapy de New York. Elle donne aussi des conférences à Washington et elle va rencontrer en fait Elinor Ullmann, thérapeute, qui va elle aussi devenir une figure importante de l'art-thérapie. Et en fait, Ullmann va fonder le Bulletin of Art Therapy, et ce qui va offrir un forum d'écriture pour les art-thérapeutes de tout le pays, mais particulièrement à Margaret Naumbourg. Enfin, à partir de 1958, Margaret Naumbourg va démarrer une longue collaboration avec le département d'éducation artistique de l'Université de New York. Et là, en fait, elle va enseigner un cours intitulé Art Education and Personality. Puis elle va militer pendant de nombreuses années pour développer un programme menant à un diplôme d'art-thérapie. Malheureusement, à cause de l'âge, elle va être écartée de l'Université de New York. Et elle ne va pas pouvoir, en fait, mener à bien ce projet jusqu'au diplôme. Toutefois, en fait, elle va pouvoir continuer à enseigner l'art-thérapie à la New School for Social Research jusqu'en 1972. Alors, Margaret Naumbourg, l'art, l'éducation et le soin. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que la question de l'éducation traverse toute l'œuvre de Naumbourg avec l'idée essentielle, selon elle, que l'art et le processus créatif sont à la base d'une véritable éducation. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'une autre idée essentielle chez elle, qui traverse son travail, c'est que la psychologie est au cœur de l'éducation et que l'éducation et la psychologie sont inextricablement liées. Or, l'art et le processus de création sont essentiels tant sur le plan de la psychologie que de l'éducation. Toujours selon Naumbourg, toute éducation, selon elle, digne de ce nom, passe par le making and doing. Alors, la différence entre making and doing, c'est que le doing renvoie à l'agir et le making renvoie plutôt au créer, au fabriquer, au créer. Donc ça veut dire que selon Naumbourg, toute éducation digne de ce nom renvoie donc à l'agir et au créer, car c'est la seule voie, selon elle, qui conduit à la vraie pensée. Or, là encore, ce qui est intéressant, c'est que l'expression de la créativité et le processus de création permettent justement d'être dans l'agir et le faire. Et que plus encore, l'art-thérapie est une discipline qu'elle va développer et promouvoir toute sa vie, est justement une thérapie du faire. Et qu'en ce sens, l'art-thérapie, selon Naumbourg, doit être au cœur de l'éducation. Et que, ce qu'on peut dire aussi, c'est que même si selon elle, l'avenir, et là je la cite, exige un réexamen de la nature du processus créatif, Naumbourg estime que l'expression de la créativité et le processus de création sont en fait les seules voies pour mettre à jour les problèmes émotionnels, des enfants notamment, mais aussi des adultes, évidemment. Et que plus encore, c'est par le processus de création que les personnes accompagnées peuvent mettre des mots sur leurs problèmes, les mettre à distance, mettre donc leur problème, et surtout leur donner une perspective. Et qu'en définitive, ce qu'on peut dire, c'est que Naumbourg a mis en évidence le rôle de l'expression créatrice comme moyen très puissant d'ouverture à soi, qui permet en fait d'accéder à des états de flux générant de nouvelles idées, de nouvelles possibilités, de nouvelles perspectives. Que plus encore, en dernière instance, ce qu'on peut dire, c'est que Margaret Naumbourg a milité pour que l'acte de créer soit compris comme un acte unique pour entrer dans un processus d'appropriation de soi, d'approfondissement de sa propre identité et d'une connaissance de soi toujours croissante. Alors pour finir, l'art-thérapie dynamique. Ce qu'on peut dire, c'est que Naumbourg est à l'origine du concept d'art-thérapie dynamique.
en partant du postulat que l'art-thérapie est d'orientation psychanalytique, par essence, et donc qu'elle reconnaît en cela l'importance fondamentale de l'inconscient. Toutefois, en fait, ce qu'on veut dire, c'est que elle considère que par le processus de création, l'art-thérapie permet d'accéder à l'inconscient de manière beaucoup plus efficace que la stricte approche verbale utilisée en psychanalyse. Et que selon Nombourg, en cela, l'art-thérapie donne la possibilité aux thérapeutes de pouvoir mieux soigner leurs patients. Mais Nombourg ne considérera pas pour autant l'art-thérapie comme une psychothérapie, et selon elle, le meilleur moyen de l'utiliser consiste à l'associer à d'autres thérapies. Ce qu'on veut dire aussi, c'est qu'un autre fondement de l'art-thérapie dynamique de Nombourg repose sur le fait que le processus de création peut accélérer le processus thérapeutique et régler les conflits intrapsychiques. Et que sur un autre plan, au sein de l'art-thérapie dynamique, en fait, Nombourg va défendre l'idée essentielle qu'il n'y a pas d'interprétation possible de la part du thérapeute, que seule la personne à l'origine de la création peut éventuellement en parler et potentiellement l'interpréter à sa guise. En fait, ce qu'on peut dire en définitive, c'est que l'apport de Nombourg dans le champ art thérapeutique est considérable, car elle n'a jamais cessé en fait, de chercher à développer des concepts, des méthodologies, notamment pour permettre de libérer l'expression à travers l'art. Et que par ses travaux, elle a montré que l'art-thérapie pouvait permettre aux patients de traduire des images intérieures de leur inconscient en projection picturale, et que ces dernières, à partir du moment où elles débouchent sur des formes symboliques, donnent la possibilité d'établir une base primaire de communication avec le thérapeute. Et que plus encore, l'acte pictural spontané, selon Nombourg, peut devenir une vraie forme de discours symbolique qui peut servir alors de substitut aux mots ou de stimuli qui peuvent conduire à une augmentation de la verbalisation au cours de la thérapie. Alors, à lire, deux ouvrages, c'est une liste non exhaustive, mais deux ouvrages de Margaret Nombourg. Alors, ce sont deux ouvrages en anglais qu'on trouve encore, qui sont très, très intéressants. Le premier, c'est An Introduction to Art Therapy, publié en 1974. Le second, c'est Dynamically Oriented Art Therapy, donc sur l'art-thérapie dynamique, Its Principles and Practice, publié en 1987. Voilà. Si vous souhaitez réagir ou me contacter au sujet de cette vidéo, toutes les coordonnées sont comme d'habitude dans la description de la chaîne. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et surtout à cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines sorties. D'ici là, portez-vous le mieux possible et surtout n'oubliez pas de soigner votre art. Bye bye, à bientôt.